Imaginez un peu. On est en décembre 1948, sur la plage de Somerton, en Australie. Le soleil se lève, et là, adossé à une digue, un homme. Impeccablement habillé, costume cravate, il a l'air de regarder la mer. Sauf qu'il ne dort pas. Il est mort. Et quand la police arrive sur place, le mystère ne fait que commencer. Ah oui, aucune pièce d'identité, rien. Et le plus étrange, c'est que toutes les étiquettes de ses vêtements ont été découpées. Méticuleusement. C'est un vrai fantôme. Personne ne le réclame, aucun avis de disparition qui correspond. C'est comme s'il était sorti de nulle part, juste pour mourir là. C'est ça. Pour les enquêteurs, c'est un casse-tête absolu dès la première minute. L'enquête commence dans le vide total. Et ça va durer des mois. L'enquête piétine jusqu'au moment où un médecin légiste, en examinant une énième fois les vêtements, sent une petite bosse. Une couture un peu bizarre à l'intérieur d'une poche du pantalon. Il découle le fil et il trouve un minuscule bout de papier roulé si serré que ça ressemble à une boulette. Et dessus, il y a 2 mots. 2 mots imprimés en lettres minuscules, Tamam Shud, une expression persane. Ça veut dire « c'est fini » ou « terminé ». Et là, l'affaire bascule. Ces 2 mots, qui sonnent comme une épitaphe, vont transformer une enquête sur un corps non identifié en une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire criminelle. Une affaire qui va s'étendre sur plus de 70 ans. Alors aujourd'hui, on va essayer d'assembler des pièces de ce puzzle incroyable. On s'est plongé dans des archives de journaux, des analyses de cryptographie, des forums de passionnés. Le but, c'est de retracer cette enquête folle pour essayer de comprendre qui était cet homme et ce qui a bien pu lui arriver. C'est une histoire qui commence avec un corps et qui se termine à l'ère de l'ADN et d'Internet. Allez, on y va. Ok, alors commençons par le corps lui-même. C'est déjà une énigme en foi. L'autopsie, elle révèle un homme d'une quarantaine d'années, en excellentes conditions physiques, mais il y a des détails qui clochent. Oui, des détails très étranges. Par exemple, ses mollets. Le médecin légiste les décrit comme étant saillants, très bien formés, et il utilise cette comparaison, je cite, comme ceux d'un danseur de ballet. Il suggère qu'il portait souvent des chaussures pointues, peut-être même à talons. Donc on a un danseur, un cavalier. Chaque détail ouvre une nouvelle porte, mais elles se contredisent. Exactement. Et le plus troublant, c'est la cause de la mort. L'autopsie est formelle, il n'y a rien. 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 Pas de blessure, pas de maladie, pas de traces évidentes de poison. Son cœur s'est juste arrêté. Un poison indétectable donc. En 1948, ça sonne très sophistiqué. Ah bah oui, c'est immédiatement la théorie qui prend le dessus. Un poison d'espion qui agit vite et ne laisse aucune trace. Ça a orienté l'enquête pendant des décennies. Mais sans preuve, ça reste une hypothèse. Et l'enquête patine, jusqu'à la découverte d'une valise. Oui, une valise marron retrouvée à la consigne de la gare d'Adélaïde, déposée le matin même de la découverte du corps. Et à l'intérieur, c'est le même mode opératoire. Les étiquettes de presque tous les vêtements ont été arrachées. C'est une obsession, on dirait. Sauf sur 3 articles. Là, on trouve le nom Kane, ou T. Kane. Une piste en or, on pourrait croire. On pourrait. Mais après avoir cherché tous les T. Kane disparus dans le monde anglophone, rien. 0. La police en a conclu que c'était une fausse piste, laissée exprès pour les embrouiller. Le type était méthodique. Non seulement il efface son identité, mais il en crée une fausse. C'est ça. Mais il y a un détail. Un tout petit détail qui va relier la valise au corps de manière irréfutable. Le fil orange. Exactement. Dans la valise, il y a une bobine de fil orange de la marque Barbour, assez inhabituelle pour l'époque. Et en réexaminant les vêtements de l'homme, ils se rendent compte que la poche qui contenait le papier Tamam Shud Était réparée avec ce même fil. Le lien est fait. La valise est bien la sienne. Mais elle ne l'identifiait pas. On en revient donc à ce petit bout de papier, Tamam Shud. La police finit par trouver d'où ça vient. C'est la toute dernière page d'une traduction très spécifique d'un recueil de poèmes persans, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Un appel national est donc lancé, on recherche l'exemplaire de ce livre précis auquel il manque la dernière page. C'est une bouteille à la mer, quoi. Et pourtant, le miracle se produit. Quelques mois plus tard, un homme contacte la police. Il explique qu'à peu près à l'époque de la mort, il a retrouvé ce livre sur la banquette arrière de sa voiture. Il l'avait laissé ouverte près de la plage de Somerton. Une chance sur 1 million. Il aurait pu le jeter. Mais non, il l'a gardé. Et là, l'affaire bascule. Au dos de ce livre, écrites au crayon, il y a 5 lignes de lettres majuscules. Ça ne veut rien dire. C'est le fameux code de Somerton. Et ce code, c'est devenu une sorte de légende.
Il a été transmis au service de renseignement de la marine australienne, les meilleurs du pays. Et leur conclusion a été très décevante. En gros, ils ont dit « on ne peut rien en faire ». C'est ça? C'est à peu près ça, oui. Le message est beaucoup trop court pour une analyse de fréquence, la technique de base pour casser des codes. Pour qu'on comprenne bien, il y a les codes où on mélange les lettres, comme une anagramme, Et la transposition, oui. et les codes où on remplace chaque lettre par une autre. La substitution. Et là, ça ne correspondait à rien de tout ça. Non. La fréquence des lettres ne ressemble à rien de connu en anglais, donc une substitution simple, c'est peu probable. Leur meilleure hypothèse, c'était que ce sont les initiales d'une phrase. Mais sans la phrase d'origine, c'est impossible à déchiffrer. Le code reste une énigme totale. Et ce code, plus le poison, plus l'identité effacée. Ça renforce la piste de l'espionnage, surtout avec le contexte de l'époque. Totalement. On est en 1948, en plein début de la guerre froide, et à ce moment précis, une opération secrète, Venona, révèle que l'Australie est une plaque tournante de l'espionnage soviétique. Il y a un nid d'espions juste là, à Adélaïde. Alors la question se pose, l'homme de Somerton était-il l'un d'eux? C'était la théorie la plus séduisante pendant des décennies. Mais le livre ne contenait pas que le code. Il y avait aussi un numéro de téléphone. Ah oui, griffonné sur la couverture. Et ce numéro appartenait à une infirmière, Jessica Thompson, qui se faisait appeler Jestine. Et le plus fou, C'est qu'elle vivait à quelques centaines de mètres de la plage où le corps a été retrouvé. la police la retrouve, lui présente un buste en plâtre du visage de l'homme. Et sa réaction est spectaculaire. Les rapports disent qu'elle est devenue blême, qu'elle a semblé sur le point de s'évanouir. Une réaction de reconnaissance, c'est évident. Attends une seconde, elle est à deux doigts de tomber dans les pommes, mais quand on l'interroge, elle dit « Non, non, je ne le connais pas C'est pas possible, personne ne la croit. ». Évidemment que non. Les policiers étaient convaincus qu'elle mentait. Ils l'ont décrite comme étant évasive et même terrifiée. Terrifié par quoi? Ou par qui? On ne l'a jamais su. Elle a juste admis avoir offert un exemplaire de ce même livre des années plus tôt à un militaire, Alfred Boxall. La police a cru tenir sa victime, mais ils ont retrouvé Boxall bien vivant. La piste s'est refermée. Et Jessica Thompson a emporté son secret dans sa tombe. Et l'affaire Sandor, il y a bien ce détail un peu macabre, des fleurs déposées anonymement sur sa tombe pendant des années, mais plus rien. Jusqu'à l'arrivée d'un professeur, Derek Abbott, qui va tout relancer. Abbott, c'est un physicien. Il s'est passionné pour l'affaire et il a remarqué un détail génétique très rare sur l'homme de Somerton, une forme d'oreille particulière, présente chez moins de 2% de la population. Et il découvre que le fils de Jessica Thompson, Robin, avait exactement la même particularité. C'est ça. Et c'est là que l'histoire devient complètement folle. En cherchant à contacter la famille pour obtenir de l'ADN, Abbott rencontre la fille de Robin, Rachel Egan. Il tombe amoureux et se marie. Le scientifique qui enquête sur l'affaire épouse la petite fille potentielle de l'homme qu'il recherche. C'est un scénario de film. Complètement. Et ça a relancé tout l'intérêt pour l'affaire. Des milliers de gens sur des forums se sont mis à enquêter. C'est l'aube du crowdsourcing d'enquêtes criminelles. Mais la vraie avancée, la révolution, elle vient de la science. Et la clé, elle était là depuis 1949, dans le buste en plâtre. Oui, en faisant le moulage, on avait piégé sans le savoir quelques cheveux de l'homme dans le plâtre. Et en 2022, Derek Abbott et une experte en généalogie génétique, Colin Fitzpatrick, ont réussi l'impensable. Ils ont utilisé ces cheveux pour une analyse ADN. C'était très complexe, car ils n'avaient pas de racines. Mais avec les nouvelles technologies, ils ont pu extraire assez d'informations. Et à partir de là, c'est un travail de fourmi. Ils ont construit un arbre généalogique gigantesque en croisant l'ADN avec les archives publiques. C'est un puzzle monumental. Jusqu'à trouver un point de convergence. Un nom. Après 74 ans, Il a un nom, c'est presque difficile à croire. l'homme de Somerton s'appelait Carl Charles Webb. C'était un ingénieur électricien, né en 1905 à Melbourne. Et tout à coup, le fantôme a une histoire. On apprend qu'il était marié, mais séparé de sa femme, Dorothy. Elle avait demandé le divorce pour cruauté. On apprend aussi qu'il aimait la poésie et les paris sur les chevaux. Qui pourrait faire écho aux livres et aux codes, oui. Mais il y a deux choses cruciales à noter. D'abord, cette identification n'a pas encore été confirmée officiellement par la police australienne. Ils ont exhumé le corps en 2021, on attend toujours leurs résultats. Exactement. Et deuxièmement, et c'est un rebondissement incroyable, l'analyse ADN a prouvé qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre Carl Webb et la famille de Jessica Thompson. Attends, quoi?
Donc toute cette histoire, avec Derek Abbott qui épouse sa petite fille potentielle, c'était juste une coïncidence. Une coïncidence absolument stupéfiante. Rachel Egan n'est pas sa petite fille, le mystère du lien entre Webb et Thompson s'épaissit encore. Alors, on a un nom, mais en fait, on a encore plus de questions qu'avant. C'est presque plus frustrant, non? Exactement. On a le qui, mais le pourquoi et le comment restent complètement ouverts. Pourquoi cet ingénieur de Melbourne voyage-t-il jusqu'à Adélaïde? Pourquoi prend-il un soin si méticuleux à effacer son identité? Il fuyait quelque chose? Sa femme? Des dettes de jeu? Ou bien plus dangereux? Et Jessica Thompson alors? Si ce n'est pas la famille, qui était-elle? Une ancienne amante? Une complice? Son numéro était dans son livre? Sa réaction de panique reste inexpliquée. Et le code? Le fameux code. Maintenant qu'on sait qu'il aimait les chevaux, la théorie des paris reprend de la vigueur. Mais ça reste de la spéculation. Et surtout, comment est-il mort? Suicide? Meurtre? L'identification ne nous donne aucune réponse là-dessus. C'est ça qui est dingue avec cette affaire. On est passé de l'enquête des années 40, avec les indices physiques, à la collaboration en ligne de milliers d'amateurs, pour finir avec la généalogie génétique. C'est toute l'évolution de l'enquête criminelle en une seule histoire. Absolument. On part d'un corps anonyme pour arriver à un nom, 74 ans plus tard, grâce à un cheveu oublié dans du plâtre. La découverte du nom de Carl Webb clôt un chapitre, mais en ouvre un autre, peut-être encore plus complexe. Au fond, l'histoire de Carl Webb, c'est peut-être moins celle d'un crime non résolu que celle d'une vie qui se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation aussi puissant qu'il a captivé le monde pendant des décennies. L'homme inconnu n'est plus, mais le mystère de ces derniers jours, lui, reste entier. Et ça pose une question assez vertigineuse. Est-ce que connaître un nom, ça suffit vraiment pour connaître une histoire ?